Bon les amis, ça fait plaisir de vous retrouver, petite pression, mais quel plaisir de se retrouver pour la 5 l'événement organisé par Gravette, ça fait vraiment plaisir. Bon, je commence par me présenter quand même. Donc moi, c'est Maxime Dutresse, ingénieur de formation. Alors en sortie d'école, j'ai travaillé 2 ans dans une startup leader dans le car sharing. Ensuite, j'ai monté moi-même ma startup. Donc voilà, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur pendant 2 ans. Et donc depuis 1 an, j'ai créé la chaîne YouTube Les Frères Codeurs. Donc ça a été créé en janvier 2020, donc ça fait à peu près 1 an. On a fait une centaine de vidéos qui couvrent un peu tous les sujets de l'univers du code, de la programmation. Donc voilà. Oui, je vous précise quand même, je peux pas avoir le chat. Enfin, je me suis dit que j'allais pas regarder le chat vraiment pendant la présentation. Je pense qu'elle va durer 15-20 minutes, donc normalement après on pourra se retrouver, vous pourrez me poser plein de questions. Donc, voilà, je vous préviens. Dites-moi quand même coucou, même si je peux pas vous voir, ça me fera toujours plaisir, je regarderai après. Donc aujourd'hui, on va parler du développeur décomplexé des années 2020, un sujet bien chaud, un sujet un peu atypique, ça va pas être très technique. Alors, petit disclaimer quand même pour commencer, petit disclaimer. Là, il s'agit vraiment de ma vision, de ma perception de l'univers du code et de la programmation. Voilà, je vais donner un peu comment je vois les années à venir et comment je vois un peu le développeur des années 2020. Donc voilà, mais pour autant, je vais quand même essayer de placer un maximum de faits objectifs, des chiffres, des vérités vérifiables pour justement appuyer mon propos et le rendre cohérent. Donc voilà, on va être sur un ton un peu plus détendu, moins technique et donc plus décomplexé, on va dire. Donc let's go. Je sais pas si à l'écran, vous voyez ma présentation, j'imagine que oui. Ouais, c'est tout parfait. Bravo Graven. La régie au top. Alors, let's go, on y va. C'est parti pour cette présentation. Le développeur décomplexé des années 2020. Let's go. Alors, si ça marche, voilà. Le stéréotype façon boomer. Pourquoi j'ai écrit façon boomer? Tout simplement parce que pour moi, ces stéréotypes, c'est un peu des stéréotypes un peu vieux que les boomers ont peut-être sur les codeurs, mais qu'actuellement on voit quand même de moins en moins. Voilà. Mais pour autant, ces stéréotypes, ce que je me suis dit, c'est qu'à un moment dans le temps, ils étaient peut-être liés à une réalité donnée, quand même. Voilà, notamment au tout début de la tech, que ça sort pas forcément de nulle part. Il y a vraiment des stéréotypes qui sortent vraiment de nulle part. Donc les stéréotypes, il y a quoi? Introverti, pas propre sur soi, geek, réservé aux hommes, timide, ne vivant que par l'informatique. Ça, c'est quand même des stéréotypes qui existent encore pour le développeur. Alors on voit quand même, je vous ai mis à droite là sur la présentation l'équipe de Steve Jobs en 1984. Et à gauche, effectivement, c'est plutôt des images qui sont sorties de films d'Hollywood, mais assez anciens. Des films assez anciens, mais ça montre quand même la représentation du dev dans la culture. Et souvent, on voit un mec pas forcément propre sur soi, qui voilà tout le temps sur son ordinateur, etc. Et malheureusement, forcé de constater que c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une ressemblance entre l'équipe de Steve Jobs en 84 et les vieux stéréotypes. Bon, jusque-là, ok. Et un autre stéréotype qui est bien dommage, c'est que c'était un domaine réservé aux hommes, selon pas mal de gens. Combien de pères de famille ont pu dire à leur fille l'informatique, c'est pas fait pour toi? Et c'est dommage, mais ça a forcément existé et j'ai même eu des retours de gens qui m'ont raconté ça. Donc ça, c'était avant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On se demande ce qui se passe. La nouvelle déferlante. Une nouvelle déferlante. De nouveaux développeurs rejoignent la partie. Alors j'ai mis quelques chiffres. Ça, c'est juste pour montrer un peu les âges. C'est des chiffres qui sont tirés du Stack Overflow Survey 2020, où il y a beaucoup de répondants, donc les chiffres sont assez pertinents. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que 65% des répondants ont commencé à coder il y a moins de 10 ans. 65%. Donc il faut se dire quand même, les développeurs, en majorité, ils sont assez jeunes quand même. Ils sont assez jeunes. Alors les caractéristiques du jeune développeur, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, en fait, c'est un peu comme à l'image, vous voyez ce jeune garçon. Le nouveau développeur, il est quoi? Il est jeune, ça on l'a dit, il est curieux, il est enthousiaste. Donc voilà, c'est un peu ce qui définit ce nouveau développeur. Mais on va pousser ça un peu plus loin, je vous rassure, c'est vraiment le sujet de cette conférence. Pourquoi cette nouvelle arrivée? Alors cette nouvelle arrivée, c'est simplement parce que on peut dire que le code est devenu à la mode. Et qui dit code à la mode dit démocratisation. Donc il y a de plus en plus de gens qui commencent la programmation. Et si pour pousser un peu plus la raison, c'est parce que on a un monde quand même qui est largement dominé par la technologie, notamment depuis 20 ans. Depuis 20 ans, la technologie, c'est quelque chose qui est exponentiel. On a notamment les capitalisations boursières qui sont vraiment énormes. Je vous ai mis un espèce de graphe ici qui montre que vraiment, même financièrement, le poids financier des entreprises dans le monde, franchement, les GAFAM, ils ont un poids énorme. Et la tech en général, c'est un poids monstrueux, ce qui explique que forcément, il y a plus d'attrait pour le domaine de la technologie parce qu'il est tout le temps présent autour de nous et que tout le monde connaît des boîtes comme Google, tout le monde utilise des appareils Apple, des choses comme ça, Facebook. Donc voilà, il faut bien se dire qu'on est dans
des années 2010-2020 où la technologie est omniprésente et de ce fait, la technologie s'est mise à la mode et donc le code, par extension, s'est un peu mis à la mode aussi. Donc on est dans un monde dominé par la technologie et même, là je vous ai mis un petit chiffre quand même, c'est 45 millions de devs d'ici 2030. J'ai recoupé quelques sources et souvent on arrive à ce chiffre. Il faut savoir que dans le monde actuellement, on est 2 fois moins. Ça veut dire qu'en 10 ans, ça va potentiellement doubler, donc il y a vraiment une nouvelle déferlante. Et attention, le nouveau développeur a du style. On va passer vite sur cette diapo, mais je tenais à dire que dans les films, le développeur, il sait tout faire. Souvent, c'est même un hacker, le mec sait absolument tout faire. Donc, on va dire, au niveau de la culture, comparé à avant, où on va dire l'image était un peu pessimiste, maintenant, dans les films, quand même, dans la culture en général, le développeur, il a quand même la cote. Il a franchement la cote, les ingénieurs aussi. Donc, je tenais à faire ce parallèle-là, c'est pour ça que je dis qu'il a du style. Et même, je dirais plus, il hérite des codes de sa génération. Le développeur qui arrive de nos jours, il hérite totalement des nouveaux codes de sa génération qui sont beaucoup plus connectés, beaucoup plus quand même rattachés à l'apparence physique et au style. Donc voilà, par construction, le nouveau développeur, il est en rupture avec les stéréotypes qu'on a vus. Il y a 2 diapositives de ça. Il est décomplexé. Et même, je dirais, au niveau des soft skills. Les soft skills, c'est quoi? C'est toutes les compétences qui ne sont pas forcément techniques. On va voir au niveau de la communication, de la négociation, de l'empathie, du management. Tout ça, c'est des qualités qui sont assez présentes chez le nouveau développeur. Et on peut aussi noter le fait qu'il y a de plus en plus de femmes. Et ça, c'est très bon signe. Voilà, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de diversité au sein des développeurs. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais bon, là, c'était pour dire qu'il a du style. Mais il se démarque tout autant par ses traits de caractère. Et ça, c'est important de le dire. Les traits de caractère. Alors, un des premiers, j'ai eu une ambition sans limite, tout simplement parce que les générations Y et Z, et par extension, on peut même dire les millennials qui arrivent sur le marché, parce que là, on est en 2020, ouais, donc ça veut dire que les millennials, ils peuvent avoir 20 ans, donc ouais, ils arrivent sur le marché. Ils sont de nature assez ambitieuse, car ce sont plus des entrepreneurs, des self-made, des autodidactes. On voit un chiffre là, qui nous dit qu'on a 72% là, c'est la génération Z, 72% des gens qui veulent designer leur propre projet, faire leur propre projet. Et en fait, c'est chez ces générations-là, il y a une volonté de se dépasser et de grandir par soi-même qui supplante la peur de l'inconnu. En fait, on peut dire que le nouveau développeur a moins de croyances limitantes. Tout simplement, on va le voir après, parce que celles-ci ont été déconstruites par l'accès au savoir. Il est curieux et il comprend que la tech a une place importante dans le monde. Il est aussi plus mobile et il s'attache moins aux entreprises. Il faut voir, le nouveau développeur, c'est plus un électron libre qui potentiellement, il va se dire, il n'aura pas de tabou à se dire, moi je veux faire une carrière, etc. Voilà, ça il l'assume totalement. Et on peut dire aussi que la zone de confort, elle dégoûte d'autant plus que l'accès au monde informatique, il est de moins en moins ésotérique. Et tout de suite, ça me permet de transitionner en beauté sur le savoir à portée de clic. Alors là, on va faire une petite devinette entre nous. Bien évidemment, là, j'ai pas encore le chat, je regarderai à la fin, c'est pas grave. Donc, je vais vous donner les réponses directement à chaque fois. Mais quel est le meilleur ami de l'aspirant développeur? C'est YouTube. Quel est le meilleur ami du développeur, à votre avis? Stack Overflow. De toute façon, vous le voyez, là, je vous ai mis un petit mème à l'écran et qui est assez révélateur. Quel est le meilleur ami de quelqu'un qui cherche une information? C'est Google. Et maintenant, quel est le point commun à ces 3 entités? C'est tout simplement qu'elles sont gratuites et accessibles par quasiment tout le monde en quelques secondes. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Au XXe siècle, le meilleur ami du développeur, tout ça, ça n'existait pas, ça peut pas être ça. Donc c'était plutôt, je sais pas, un magazine d'informatique ou un manuel qui permet de faire son processeur ou le voisin informaticien du bout de la rue. Donc tout ça, ça a beaucoup changé. Il y a une rupture. Il faut bien comprendre, il y a une vraie rupture qui s'est opérée dans le monde du développement informatique. Et donc, tout simplement, gratuité et accessibilité égale un monde de connaissances ouvert à tous. Je dirais même, pour approfondir un peu le propos, c'est que plus récemment, c'est même la façon de communiquer en elle-même qui a beaucoup évolué, qui met à mal les tabous usuels. Je prends un exemple, les vidéos YouTube. Clairement, les vidéos YouTube, c'est un endroit où le message est très très direct et qui peut donc révéler des informations cruciales sur un sujet. Par exemple, on peut parler des conditions de travail des développeurs, des erreurs à ne pas commettre en tant que débutant, etc. Vu qu'en fait, maintenant, la transmission est vraiment directe, c'est des sujets qui sont évoqués dans plein de vidéos. On fait chez les frères codeurs, chez plein de youtubeurs. Les gens n'hésitent plus à aborder ce genre de sujet. Donc, tout ça pour dire que la
transmission du savoir est beaucoup plus directe et avec moins de tabous. Ça m'amène à penser que c'est peut-être, bon ça ne sera jamais, mais c'est peut-être un peu la fin du syndrome de l'imposteur. J'aurais dû mettre un point d'interrogation à la fin du titre de cette diapo, quand même. Bon, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est souvent encore vécu par les développeurs, et il est très bien illustré par l'image que vous avez en haut à gauche. Je vous le définis quand même. Le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas avoir les compétences nécessaires pour, et de ce fait, d'attribuer le mérite lié à son travail à des éléments extérieurs. Donc pour faire simple, chez un développeur, c'est quand tu dis « mais qu'est-ce que je fous là? Je sais même pas trier un tableau en Java sans chercher sur Google. » Ça, c'est un peu une manifestation du syndrome de l'imposteur. Donc tout ce que j'ai envie de dire sur ce syndrome-là, c'est que grâce au partage d'informations ininterrompu et sans détour, le jeune développeur, il a déjà souvent intégré le fait que le monde de l'informatique, il est si large et si profond que personne ne pourra jamais en être l'expert absolu. Ne serait-ce seulement qu'à cause de son évolutivité. Donc voilà, tout ça pour dire que le nouveau développeur, il arrive à se renseigner, justement grâce au savoir qui est à portée de clic. On lui a dit, il est au courant que le monde est large et profond, donc il est un peu au courant que voilà, il peut y avoir ce syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, on n'arrête pas de répéter dans toutes les vidéos, je pense que je ne suis pas le seul youtubeur à le dire, mais que même les meilleurs développeurs, ils utilisent Stack Overflow, tout simplement, et ils ont tout à fait raison. Donc voilà, vous n'êtes pas des imposteurs, du moins pas tous. On continue avec les outils. Et oui, les nouveaux développeurs ont des outils à leur image. Le jeune développeur, il est comme le monde qui l'entoure. Il veut tout de suite, tout s'accélère. Donc voilà, on ne peut pas faire autrement. Et par chance, ou par hasard, je ne sais pas, les dernières technologies, elles vont dans ce sens. Il y a des choses qui étaient totalement inaccessibles au premier venu, avant, il y a 10 ans, on va dire. Enfin, 10 ans, c'est déjà proche, hein. Mais il y a des choses qui n'étaient pas accessibles, comme on va voir après, mais par exemple du DevOps, de gérer, administrer des serveurs, tout ça, pour un développeur, je sais pas, qui fait du front, là, il ne pouvait pas faire ça, clairement. Mais en fait, maintenant, c'est apporté du premier esprit éclairé, bien sûr, avec un effort de lecture des documentations, mais souvent, les documentations, elles sont de plus en plus courtes, on va dire, mais surtout bien écrites, franchement. Donc, par exemple, est-ce que vous avez déjà essayé d'héberger un site sur Firebase et des bases de données sur Firebase? Franchement, ça prend littéralement 10 minutes. Alors qu'avant, tu voulais faire à peu près le même résultat final, clairement, il te fallait une équipe entière. Il fallait des DevOps, il te fallait administrateur de base de données, il fallait du back-end, du front-end. Maintenant, tu peux te démerder avec justement les nouveaux outils qui sont à disposition. De la même façon, on a les nouveaux frameworks. Que ce soit, alors je vais prendre des exemples, pour le mobile, on a les multiplateformes, je pense mobile, Flutter, React Native. Sur le web, on peut avoir tout ce qui est les frameworks réactifs, je pense à React, à Vue.js par exemple. Et en fait, tous ces frameworks-là, ils ont vraiment facilité des nombres de problématiques liées à des projets d'application. Ça, c'est très important, notamment par le fait qu'il y a un niveau d'abstraction qui est toujours plus élevé. Et ça n'a pas de prix, ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Et que dire du no-code ou du low-code? J'aurais pas le temps d'en parler parce que, voilà, j'aurais pas le temps, mais voilà, il faut s'y intéresser. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'automatisent, et le but, c'est toujours d'aller plus vite. Et c'est normal, parce que gagner du temps, gagner de l'argent, c'est l'objectif, par exemple, d'une société, etc., pour gagner de l'argent. Donc, autant dire que, actuellement, c'est une ère qui est plutôt confortable pour les débutants en informatique comparé à nos aînés, du point de vue technique. Mais, ce que ça entraîne forcément, c'est que du monde se bouscule pour avoir une place. Voilà, forcément, c'est plus accessible. La passion. Ça, c'est vrai que ça revient souvent. Est-ce que c'est un bonus? Tout simplement, déjà, je commence par parler des chiffres que j'ai affichés. Donc, Coding as a Hobby, c'est les chiffres où les développeurs ont répondu par oui ou non à « est-ce que vous codez pour le plaisir, pour le loisir ?» Et on voit quand même qu'il y a quasiment 80% des développeurs qui ont répondu oui. Donc ça, c'est quand même très révélateur. Ça montre que la passion, elle est quand même souvent là chez les développeurs, bon, clairement. Mais pour autant, je trouve qu'en 2020, on ne peut plus dire que la passion est obligatoire. D'autant plus que l'argent, la rémunération, le salaire, c'est quelque chose qui est aussi très, très important. Il y a certains profils qui deviennent développeurs pour l'argent ou parce que c'est un domaine prometteur. Et c'est pas un problème, ils ont tout à fait raison. Enfin, franchement, tant qu'ils mettent les efforts et que ça devient des éléments efficaces au sein d'une entreprise, on s'en fout de savoir s'ils sont passionnés. Tant que le job est fait, qu'il est bien fait,
c'est clairement pas un problème et ils ont raison de se lancer là-dedans. Tu vas pas critiquer quelqu'un parce qu'il se lance dans un domaine prometteur et qu'il le fait pour l'argent. Donc ça, en 2020, c'est quelque chose qui est plus tabou. Il faut savoir que pendant le XXe siècle, en fait, quand les technos étaient, on va dire, un peu plus bas niveau, qu'il y avait moins de niveau d'abstraction, moins d'outils pour aller plus vite, en fait, on croisait plus des geeks passionnés, parce que le domaine justement était moins grand public. Donc, on va dire que là, les entreprises, par exemple, je pense notamment, je vais peut-être dire un peu des bêtises, mais par exemple, il y a pas mal de gens qui rentraient à Intel, simplement parce que c'était des passionnés, ils faisaient des petites démos, et on pouvait rentrer comme ça, en montrant qu'on était vraiment absorbé, qu'on connaissait vraiment ce qu'on faisait. On va dire, dans notre monde actuel, on cherche plutôt de bons communicants, des gens rapides et efficaces, et ça s'arrête là. Bon, il est temps de passer à la dernière diapositive, enfin l'avant-dernière, il y a celle de fin quand même, c'est le tourbillon de la prochaine décennie. Bon, moi je suis pas là pour jouer les devins, clairement, mais je vais donner des prédictions qui sont relativement sûres, on va dire. Voilà. Donc première prédiction, c'est la première image à droite, qui symbolise le fait que le nombre de développeurs va doubler en 10 ans. C'est ce qu'on voyait avant. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a quand même beaucoup de conséquences. Ça veut dire que le marché de l'offre et de l'emploi, enfin de l'offre et de la demande, pardon, le marché de l'emploi, de l'offre et de la demande, forcément, il va être un peu chamboulé du fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver. Donc, il va quand même falloir gagner sa place. Après, les gens les plus talentueux, eux, ils n'auront jamais aucun problème. Les gens qui se spécialisent beaucoup, les gens qui vont vraiment dans le fond des choses et voilà, qui s'intéressent vraiment et bon, qui ont aussi un peu de talent, voilà, on va pas se mentir, eux, clairement, ils vont trouver, ils vont pouvoir trouver. Mais bon, enfin, il faut juste garder à l'esprit qu'aussi notre communauté, et donc les interactions entre développeurs, tout ça, le contenu qu'on va pouvoir trouver sur Internet, si le nombre de développeurs double, forcément, il va énormément augmenter. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Il y a des façons, il y a des points positifs et négatifs sur chacun de ces points-là. La deuxième image, c'est les GAFAM. Voilà, j'ai pris une image qui symbolise les 5 sociétés des GAFAM. Donc les GAFAM vont encore grandir et de nouveaux challengers, bien évidemment, vont faire leur apparition. Donc tout ça, ça veut dire que la technologie qui est déjà très bien ancrée dans notre quotidien va l'être encore plus. Je sais pas, je prends un exemple, les assistants personnels, comme Google Home ou Alexa, d'ailleurs, qui sont des produits des GAFAM, commencent à arriver dans notre quotidien, mais on va avoir des objets comme ça qui vont l'être de plus en plus. Et tout ça pour dire que également, les grosses sociétés comme ça, elles ont de beaux jours devant elles. Et on le voit même de 2010 à 2020, ça s'est très bien passé et c'est pas prêt de s'arrêter. Et elles vont essayer d'absorber encore plus de startups, même d'entreprises. Donc voilà, c'est un peu des agrégeurs, je sais pas trop si ça se dit, mais c'est d'agréger un maximum d'autres entreprises pour proposer encore plus de services. Donc il faut garder ça à l'idée que les GAFAM, ça pèse lourd et ça va peser lourd encore assez longtemps. Et dernière chose, j'ai mis une image avec automation dans l'idée d'automatisation, etc. pour dire que les développeurs, encore une fois, c'est des prédictions Madine frère codeur, hein, donc, mais ça s'appuie quand même sur des faits objectifs, donc on peut quand même y croire en partie, je pense. Donc les développeurs ne seront plus requis pour des projets informatiques simples, car des outils de low-code et de no-code vont prendre leur place. Et c'est déjà un peu le cas. Quand tu faisais un site vitrine pour une boulangerie en 2005, tu étais obligé quand même de faire appel à quelqu'un qui savait coder du HTML, etc. De nos jours, il n'y a vraiment plus besoin. En 2020, quelqu'un qui fait le site vitrine d'une boulangerie à la main, c'est très peu fréquent, c'est plus cher. Maintenant, il y a des outils comme WordPress, voilà, que tout le monde connaît. En fait, tout ça pour dire que tout ce qui pourrait être automatisé dans le développement informatique va l'être. Et ça l'a déjà été. Tout ce qui a déjà pu être automatisé, ça a été automatisé. Tout ce qui pourrait être automatisé d'un point de vue technologique, ça va l'être. Parce que, tout simplement, l'espèce humaine, ça c'est quelque chose qui est très propre à l'être humain, c'est que l'être humain est fainéant par nature, et il va chercher à faire le moins d'efforts possible et d'avoir le maximum de résultats. C'est pourquoi, si on peut automatiser un maximum de process, que ce soit notamment dans le développement informatique, ça va être fait. Donc c'est normal. Faut pas combattre contre ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que les développeurs, ils vont devoir... Moi, je vois deux façons d'y remédier pour les développeurs. Il y en a peut-être beaucoup plus, on pourrait discuter très longtemps là-dessus. La première, c'est que les développeurs, ils devront soit se spécialiser, c'est-à-dire aller dans une stack technique et devenir vraiment bon dans un domaine bien précis, parce que là, il y aura toujours de la demande à ce niveau-là. Parce qu'on a dit, le low-code et le no-code, c'est quand même pour remplacer des choses
relativement simple pour l'instant. Donc dans les niveaux complexes, là, il y aura toujours besoin de développeurs, bien évidemment. Et même pour coder, si on extrapole un peu, pour coder les outils de no-code et low-code, il faut des développeurs. Ou une autre solution, c'est de devenir un peu multitâche. Moi, ce que je conseille, c'est ces outils un peu de no-code et low-code, on va les utiliser à notre avantage, on va les inclure dans nos process à nous, et donc on va les utiliser comme des petites briques d'abstraction qui renferment du coup, là, pour le coup, ça va être du code, des choses comme ça, mais nous, on utilisera la brique en elle-même, et si on commence à être bon pour assembler des briques, etc., ça peut être un plus. Il faut voir comment on peut utiliser ça, ça peut nous permettre d'aller plus vite, et tout ce qui nous permet d'aller plus vite, c'est bon à prendre. Bien sûr, il faut que la qualité soit là au rendez-vous, ça c'est impératif aussi. Donc voilà, pour finir, c'est des technologies que nous utilisons tous aujourd'hui qui vont disparaître dans les 10 prochaines années, forcément, et donc nous devrons nous adapter. Et fort heureusement, pour le mot de la fin, pour cette présentation, bien heureusement, c'est une des forces du développeur décomplexé des années 2020, dont ça tombe bien. Voilà. Je sais que vous êtes un peu triste, mais nous arrivons à la conclusion. Donc merci beaucoup pour votre attention. C'était Max des Frères Codeurs. Donc si la présentation vous a plu, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube Les Frères Codeurs. Un grand merci à Graven, bien évidemment, pour l'invitation, l'organisation de ce très bel événement. C'est une super initiative. Et donc là, moi, j'ai tout fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je vais peut-être pouvoir voir les questions. J'ai fini mon blabla. On peut passer aux questions. Si j'arrive à voir ça. Ah, les robots vont-ils remplacer le développeur à l'avenir d'ici 10 ans? Je viens d'en parler dans l'automatisation. En fait, pour remédier à ça, faut se dire que tout ce qu'on peut automatiser avec les robots, ça va être principalement des choses simples. Après, il y a robots, il y a même des outils no-code. On va dire, tout ce qui est vraiment complexe. Par exemple, moi, on m'a déjà demandé, est-ce qu'avec des outils de low-code, on pourrait reproduire Facebook? Bien évidemment, tu peux pas. Donc, tous les projets avec un peu d'envergure, non, effectivement, on pourra pas les remplacer. Donc, si vous êtes très bon dans ce que vous faites et que vous spécifiez, c'est bien. Par contre, si vous faites que des sites vitrines, à un moment, il va falloir vous remettre en question et vous dire, faut peut-être que j'évolue parce que là, WordPress, ils vont vite me rattraper, quoi. Tu parles de jeunes développeurs vs boomers, mais quid des vieux qui se mettent au développement? Je viens de commencer une formation, je suis complètement dans ce syndrome de l'imposteur. Alors, on a bien fait d'en parler alors. Ouais, le syndrome de l'imposteur, comme j'en ai parlé. Moi, comme d'autres youtubeurs, on est là pour vous rassurer, pour vous dire que même nous, moi en tant qu'ingénieur et développeur et même entrepreneur, il y a plein de moments où il y a des choses que je maîtrise pas et je me rends très bien compte. Donc, on n'est pas meilleur que vous. Donc voilà, faut vraiment vous penser à ça. Les vieux qui se mettent au développement, si vous avez la bonne mentalité qu'il faut, pour pouvoir vous adapter, être motivé, etc. Il n'y a jamais d'âge pour commencer la programmation, ça c'est sûr. Merci à toi Robin, merci à toi, ça fait plaisir. Merci Bertrand, pour régaler les gars. Ouais, merci Jade, j'ai essayé d'apporter une petite touche, bon, il y a un peu de troll, etc. Merci Ben, ça fait plaisir, merci beaucoup. Vous régalez. Ah, PHP ou JavaScript, si je me prononce, on va me buter d'ici demain, mais non, après, moi j'ai toujours été JavaScript, hein. Moi, mes frameworks, c'est Vue.js, j'utilise Node.js Express, tout ça. J'ai jamais fait de PHP pour vous dire. Donc, mais je crache pas dessus. Quelles spécialisations seront les plus demandées dans ce futur extrapolé selon toi? Quelle spécialisation? Alors moi, je dirais, un truc qui a de l'avenir quand même, c'est les frameworks, je dirais pour le web, les frameworks réactifs, hein. On voit React, Vue.js, tu as juste à aller voir sur Google Trends, tu vois vite que la popularité augmente. Et côté mobile, moi je suis assez adepte du multiplateforme par exemple, donc du Flutter Dart ou du React Native. Je pense que c'est pas mal. Après, c'est sujet à débattre, personne n'a la vraie vérité, mais ces deux pistes-là, pour moi, elles sont pas mal. Qu'est-ce que tu entends par multitâche? Un dev full stack ou un dev qui fait du web, plus des applis mobiles, plus autre chose? Non, le dev full stack, c'est pas pareil que... Enfin, multitâche, quand je parlais de multitâche, j'entendais un développeur qui développe, qui fait du code, qui programme, mais qui à côté ne s'empêche pas d'utiliser d'autres outils un peu plus low-code, no-code, et voilà, qui va être bon communicant aussi. Moi, je trouve que la communication, quand tu es développeur, ça reste important. Donc, pour moi, dans multitâche, je rajoute des soft skills et l'utilisation du low-code à son job premier de développeur. À l'avenir, le métier de développeur sera-t-il déprécié? Le métier de développeur de site vitrine, oui. Le métier de... Je sais pas, moi, si tu sais faire un back-end super propre sur des technos avantageuses ou n'importe quel front-end ou ce que tu veux, tu ne seras pas déprécié, hein. Mais il faut avoir un peu de talent quand même.
Faut essayer de se détacher un peu de la masse. Vue.js, c'est de la crème, hein, on est d'accord, hein. Moi, je crois beaucoup en ces technos, effectivement. En tout cas, la régie est bien présente, ça fait plaisir. Olivier Pigeon, oh là là, mon ex-stagiaire, hein, je le dis, ce mec-là, c'est un de mes ex-stagiaires de ma startup. Qu'est-ce que tu me demandes? Ah ben non, mais j'ai déjà eu. Mais j'avais pas vu ton nom, par contre. Incroyable régie au sommet. En tout cas, merci Graven, super événement, ça fait grave plaisir. À l'avenir, le dev web et dev mobile ne ferait-il pas plus qu'un seul ensemble, comme la frontière est assez minime? Franchement, moi je trouve ça pas con. Moi je trouve ça vraiment pas con. Bon, en vrai, il y a les PWA. Bon, c'est quand même assez limité d'un point de vue UX sur mobile, mais les PWA, c'est tu utilises un peu le site web, on va dire, voilà, ou la plateforme web, l'application web, pour l'inclure dans une application mobile via un peu des WebView, des choses comme ça. C'est pas mal. Moi, je pense sur le long terme, ce serait pas du tout déconnant de développer un seul produit qui fasse web et mobile. Si on va vers cette voie-là, ça me paraît pas déconnant du tout, ouais. Et très intéressant aussi, d'ailleurs. Comment avoir une belle barbusante, c'est un node. Alors, comment avoir une belle barbusante, il faut que je fasse un tuto sur ma chaîne, visiblement, pour Graven. Mais une petite huile de barbe et un petit rasage, allez, 5 mm, c'est pas mal. Bon, on arrive vers la fin, je pense. Où faudrait-il se spécialiser? Je crois que j'ai déjà répondu, hein. Mais gérer les frameworks prometteurs, franchement, c'est top, hein. Après, moi, je dis, ce genre de questions, faites quand même ce qui vous plaît avant tout, hein. Parce que ce genre de questions, franchement, repérez ce qui vous plaît le plus, spécialisez-vous dans ce qui est le plus prometteur dans le domaine qui vous plaît, et ça devrait bien se passer. Les devfronts vont-ils disparaître? Ah, je pense pas, hein. Euh, Après, dans 20 ans, 30 ans, je sais pas, mais à court terme, pour faire des UX assez poussés, je pense qu'ils sont encore nécessaires, hein, pour assez longtemps.